Salut à tous, je reviens à vous pour parler de mes dernières lectures. Alors comme d'habitude, il y aura 5 lectures, il y a du jeunesse, du graphique, une nouveauté, d'ailleurs une nouveauté que je vais vous présenter tout de suite et que j'ai oublié d'insérer dans mon book haul, celui de novembre, je suis en train de chercher. Parce qu'en fait je l'ai lu dès que je l'ai reçu, je l'ai mis de côté et j'ai oublié de le remettre dans le book haul. Enfin c'est pas grave, vous allez le voir là, ça changera pas grand chose. Et ben c'est parti. Je vais d'abord vous parler donc de The Sky Blues de Robbie Koch chez Deux Saxus dans la collection Ellipsis. Alors je sais pas si on dit Coach ou Coach, je sais pas comment ça se dit. Donc on suit Sky qui est lycéen en dernière année de terminale, l'année décisive où ensuite on se dirige vers la fac et où tout le monde se sépare plus ou moins. On est dans quelque chose de plus adulte une fois qu'on arrive à la fac, on est moins dans le côté, vous savez, un peu cocon du lycée ou du collège. Et comme ça se situe aux États-Unis, il y a le bal de promo qui arrive et Sky, lui, il a qu'une envie, c'est de demander à son crush Ali de l'accompagner au bal. Il n'ose pas lui demander, il sait pas la réaction qu'il aura. Ils sont potes, c'est pas non plus les meilleurs amis du monde, mais voilà, ils s'entendent bien, ils se voient entre les classes ou entre les cours. Donc du coup, ils se préparent tout doucement à ça, et du coup, celle qui est dans la confidence, c'est sa meilleure amie. Il vit chez elle, donc il vit avec sa meilleure amie et les parents de sa meilleure amie chez elle, parce qu'il a des petits soucis au niveau familial, personnel. Je ne vous dis pas lesquels, parce que c'est pas marqué à la 4ème de couve, donc je vous laisserai découvrir le pourquoi du comment. Et tout se passe plutôt bien, Sky se pose pas trop de questions, il sait qu'Ali est plutôt cool avec lui, il se dit bah peut-être que si je lui demande, même au niveau amical, il va me dire oui, et peut-être plus, sait-on jamais. Mais il y a un petit grain de sable qui va rentrer dans l'engrenage, je ne vous dis pas lequel, et la vie de Sky va un petit peu exploser. Et il va falloir faire face. Alors, déjà l'ouvrage, hein, je vous parle de l'ouvrage qui est vraiment très joli, hein, même l'intérieur. Vous avez des petits, je sais pas si on les verra, des petits reliefs, hein, c'est vernis sélectif. Et puis l'intérieur qui est plutôt joli. On nous représente en début de chapitre vous voyez, les J-30 et tout ça. C'était sympatoche, c'est présenté comme une comédie romantique et je suis assez d'accord avec ça. Ça va être assez léger, oui, il va y avoir de la dénonciation, notamment au niveau de l'homophobie. Il va y avoir des thématiques comme l'affirmation de soi, la solidarité, la fierté, l'amitié, le respect, le soutien, tous ces trucs-là. Donc il y a quand même un roman, je dirais pas feel good quand même, mais on n'est pas dans, vous savez, dans des romans comme moi j'ai pu en lire en young adulte où on va aborder le thème de l'homophobie, du harcèlement, ce genre de choses, mais où c'est beaucoup plus dramatique. Là on reste sur quelque chose de beaucoup plus léger. Alors moi je ne m'attendais pas à ce que ce soit si léger, donc j'ai eu un petit décalage entre les deux. Après ça se lit bien, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques phrases, alors je sais pas si c'est moi, et encore une fois j'ai oublié de les relever, il y a quelques phrases, je sais pas, je trouvais que la tournure des phrases était drôle, alors je sais pas si c'est dû à la traduction ou j'en sais rien, mais je trouvais qu'il y avait certaines phrases qui étaient un petit peu alambiquées, j'ai pas trop saisi, mais c'était minime, hein, c'est pas très très grave. Après, je pense que j'ai déjà oublié beaucoup de choses sur cette histoire et je pense que dans quelques temps je m'en souviendrai plus du tout parce que je suis absolument mais absolument pas la cible. On sent vraiment très vite dans le récit que c'est du young adulte pour les ados. Je trouve que j'étais vraiment un peu exclu. Bon, il y a aussi un petit truc qui fait que, c'est que dedans, donc les ados ont 17-18 ans, et à un moment, Sky va discuter avec un adulte. Je vous explique pas pourquoi ni comment, ce serait vous raconter l'histoire, il n'y a pas d'intérêt. Et cet adulte-là lui dit ah ça a beaucoup changé le lycée, donc il commence à parler du lycée, de comment ça se passe et tout, et du coup l'adulte lui explique comment c'était à son époque. Et à ce moment-là, l'adulte dit, je sais plus, une phrase du genre « Ah, ça a beaucoup changé depuis 2001 ». Et là, j'ai dit quoi? Et là, je réfléchis, je fais « Mais moi, j'étais au lycée en 2001 ». C'est-à-dire que les parents, les adultes dans cette histoire ont mon âge. Et j'ai pris 20 ans dans la tronche, bim, prends ça, c'est gratuit. Et du coup, ben voilà, il y a ce décalage-là, je me dis « Ouais. Du coup, tu vois, Laurent, t'es de l'autre côté de la barrière ». Mais après, il y a vraiment des bonnes idées, il y a vraiment... on reste sur quelque chose, c'est bien, ça change, je trouve, parce que des fois, vous avez des récits un peu dramatiques qui sont toujours en train de montrer le côté négatif des choses. Et c'est bien aussi, je trouve, dans certains récits, de montrer le côté positif. Bon, oui, il y a des petits dramas, il y a des petits trucs, mais il y a vraiment ce côté positif derrière et ça fait du bien, parce que quand on vous annonce toujours des histoires autour de certaines thématiques et qu'on y va toujours du côté très plombant, très sombre, très triste...
Là, c'était sympathique. Il y a un petit peu d'humour, j'ai souri quelques fois, mais c'était pas non plus la lecture du siècle pour moi, parce que du coup, bah, je n'étais absolument pas la cible. Et là, je le sais, c'est pas l'histoire. Au niveau émotion, pareil, j'ai pas vraiment ressenti de choses, mais je vous dis, j'étais vraiment extérieur au récit. Je me suis pas vraiment impliqué émotionnellement dedans. Et l'autre chose que j'ai trouvé aussi sympathique, c'est que du coup, à travers le personnage de Sky, on va voir un jeune homme qui doit faire des choix pour son avenir et qui n'a pas vraiment un entourage familial prompt à l'aider. Encore une fois, je ne vous dis pas pourquoi. Et qu'il est obligé un petit peu de se faire tout seul, entre guillemets. Il a quand même le soutien de sa meilleure pote, je ne sais plus comment elle s'appelle, et de ses parents à elle, mais voilà, on peut se construire aussi sans avoir une famille autour de soi. Et du coup, ça s'est montré d'une façon positive et j'ai trouvé que c'était bien vu. Après, ça reste sympathique. Je pense que peut-être que la collection Ellipsis est plus portée pour les ados, je pense. J'ai pas vraiment fait attention. Donc là, c'est l'édition collector, mais voilà, moi j'en garderai pas et je pense qu'il restera pas longtemps dans ma bibliothèque parce que autant quelqu'un d'autre en profite et quelqu'un d'adolescent s'y retrouvera peut-être plus que moi, mais ça reste une histoire toute mignonne, quoi. C'était sympathique. Autre récit, mais je pense que vous devez avoir l'habitude maintenant avec moi. Hein. J'ai lu en lecture commune avec Margot Histoire courte, donc l'intégrale de Junji Ito chez Delcourt Tonkam. Donc Delcourt Tonkam nous a ressorti un titre. Ils avaient sorti, alors si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'était Gyo, il y a un petit moment. Et là ils remettent ça. Alors c'est une édition vraiment sympathique, hein, je vous l'avais montré la dernière fois, je vais pas la remontrer. Des histoires qui sont un petit peu inégales. Je ne sais pas si on a les dates d'ailleurs. J'aurais été curieux de connaître les dates à laquelle ces histoires ont été écrites parce que du coup c'est un recueil. Donc forcément toutes les histoires n'ont pas été écrites en même temps et c'est une compilation. Donc j'aurais bien voulu avoir les dates de chaque nouvelle. Je n'ai pas tout aimé. Je ne vais pas vous raconter les histoires une par une, ça n'a pas d'intérêt. La première, j'ai trouvé qu'elle commençait un peu bizarrement, un peu vite, et pareil qu'elle s'est terminée très vite, donc du coup j'ai trouvé que c'était... j'ai pas trop accroché en fait, ça finit vraiment, clac, d'un seul coup, tu te dis, ok. En plus j'avais plus ou moins deviné le plot twist du truc, donc c'était pas inoubliable. Après, je trouve, encore une fois, c'est mon analyse personnelle, il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi, je trouve que dans ce recueil-là, la thématique qui a dominé pour moi, même si elle est présente dans énormément d'œuvres de Junji Ito, c'était la folie. Je trouvais que tous les persos étaient complètement dingues dans cette histoire. Beaucoup les femmes qui sont mises en avant, et je trouve que Junji Ito a une façon d'amener les femmes bien à lui, c'est toujours très sensuel, c'est jamais sexualisé, je trouve que c'est fait avec respect. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas une connotation... graveleuse. Il y a un talent pour dessiner les femmes, je trouve, et leur faire un visage assez innocent, je dirais naïf. Du coup, pour vous faire une idée, je trouve que ouais, il leur amène souvent un côté innocent, un côté naïf, mais pour mieux basculer avec le côté horrifique après. Et je trouve que Arrête. Je trouve que ça marque mieux le côté où on va basculer dans l'horreur. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Comme d'habitude, il y a des histoires assez effrayantes. Il y en a une qui est encore bien dégueulasse, mais alors bien dégueulasse. Hein. Je l'ai été en mode... Et il a cette façon, encore une fois, de dessiner les possédés, les tarés, la folie qui transforme carrément le personnage, qui en fait quelque chose d'assez angoissant. En fait, je trouve qu'il a ce talent-là. Et ça marche à chaque fois. Je sais pas si je peux vous montrer un personnage qui est complètement cinglé. Ça ne vous spoile pas, donc voilà le style un petit peu graphique. Et si je vous mets celle-ci sans vous dire le pourquoi du comment, vous voyez, vous avez le visage d'une femme et vous avez vu, elle commence à avoir peur. Vous avez vu la façon qu'il a de montrer l'angoisse, je trouve que ça marche du feu de Dieu, quoi. Il y a une nouvelle à l'intérieur qui le concerne lui personnellement, parce que Junji Ito est très fan de Kazuo Umezu. Kazuo Umezu, c'est lui qui a écrit entre autres L'école emportée. Et du coup, en plein milieu du récit, il y a une espèce de biographie un peu décalée où il présente, il rend hommage du coup à ce mangaka-là qui est un de ceux qui lui ont donné envie de faire ce métier. Je me pose quand même la question, est-ce que c'est fait de façon un peu, vraiment décalée? Je sais pas si je peux vous montrer, on voit vraiment Junji Ito quand il est assez jeune. Et je sais pas s'il l'a fait de cette façon par pudeur. Allez, regardez. Là, par exemple, il découvre que le tome de L'école emportée, ça c'est Junji Ito. Vous voyez, il joue vraiment sur... Alors que là, il est plutôt normal et il joue vraiment sur cette idée-là. Je me demande si c'est pas de la pudeur ou vraiment, il a créé un décalage ou il a voulu faire sous le ton de l'humour pour... parce qu'il est pudique, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas, c'est l'idée que je me suis faite. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Aucune idée. J'ai été surpris. Je ne sais pas si je peux vous le dire ou pas.
Il y a, dans ce recueil de nouvelles-là, vous avez des pages en couleur. Notamment, regardez, vous avez un petit poster, je peux vous le montrer, hein, que je ne décrocherai jamais, bien évidemment, qui reprend un des personnages, je pense, de Spirale, hein, vu ce qu'on y voit. Et on a même aussi les femmes qui sont présentes dans la déchéance d'un homme, que je trouve aussi très jolie. Et du coup, ça amène... Moi, j'étais assez surpris, parce que je savais pas que c'était en couleur. Et ça, c'est aussi dans la déchéance d'un homme. J'étais assez surpris du coup quand j'ai ouvert le récit de voir des planches de Junji Ito en couleur, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié, je trouvais que ça amenait quelque chose d'autre au récit. Alors je sais pas si tout en couleur servirait à faire des histoires horrifiques, parce que le côté noir et blanc on est tellement habitué à ça, donc peut-être que le côté noir et blanc sera plus prompt à susciter la peur chez le lecteur, je sais pas. Mais c'était quand même bienvenu, il y en a pas mal de pages en couleur à l'intérieur et c'était vraiment cool. Et du coup j'ai réfléchi à cette idée parce que moi je sais que Junji Ito c'est quand même un mangaka qui arrive à susciter la peur au sens large, hein. Je suis pas non plus en train de trembler en tenant mon manga, mais qui arrive vraiment à me couper le souffle sur certaines planches qui vont être vraiment horribles, sans forcément être trop gore, trop sanglante. Mais c'est parce qu'il a, je trouve, et c'est encore une fois mon avis personnel, qu'il arrive à amener quelque chose d'assez différent. Alors peut-être un peu perché, mais quelque chose de très graphique. Alors vous allez me dire, bah, c'est normal, il dessine. Oui. Mais dans les assassinats, les meurtres qu'il peut y avoir, ou les morts un peu bizarres, il arrive vraiment à, non pas juste, vous savez, à faire quelqu'un qui est décédé, qui est par terre avec une flaque de sang autour. Non, il amène vraiment quelque chose d'autre. Je peux pas vous dire pourquoi, mais même dans ces autres récits, pas que celui-là, et du coup ça nous reste en tête. Parce que c'est vraiment quelque chose que nous, on verrait pas dans la vie de tous les jours. Donc du coup, les crimes ou les meurtres qui sont commis, ou les morts qui apparaissent dans ce récit, il les amène sous une dimension différente. Et du coup, je pense que ça nous reste vraiment en tête, et il y a vraiment ce ressenti de malaise qui va être assez présent. Et encore une fois, à travers toutes ces histoires, il va partir d'un postulat de départ qu'on connaît tous. Quelque chose d'assez anodin. Et du coup, il arrive à y amener, à y insuffler un truc horrible. Et du coup, après, ça nous pas traumatise. J'irai pas jusqu'à traumatiser. Je peux pas vous dire pourquoi, je préfère vous laisser découvrir. Mais du coup, la fois d'après, quand vous ferez cette chose-là qui paraît anodine, vous vous direz « Ah ouais, mais Junji Ito, il a fait ça. » Je ne vous dirai qu'une chose, fauteuil. Quand vous vous asseyez dans un fauteuil, vous verrez qu'une fois que vous aurez une des nouvelles, quand vous irez dans le fauteuil, vous penserez un petit peu à Junji Ito. Et je trouve que du coup, il arrive à vraiment marquer les lecteurs en s'emparant de choses, d'objets anodins ou de choses anodines du quotidien. Et du coup, ça amène vraiment ce côté-là. Et il fait jamais, alors pas dans tout, mais il sert vraiment, comme je vous dis, de quelque chose du quotidien, de la vie de tous les jours. Et du coup, il va pas amener forcément des monstres fantastiques qui viennent d'ailleurs. Du coup, ça crée moins de distance entre le réel que l'on vit tous les jours et son récit, au niveau horrifique. S'il amenait des monstres qui naissent, je sais pas, un monstre qui sort de l'eau, enfin je vous dis n'importe quoi, vous direz, bah, dans la vie de tous les jours, ça n'existe pas. Là, le fait qu'il se sert d'objets anodins et tout, et qu'il en fait quelque chose d'horrifique, là, ça amène une autre dimension. Et je trouve que là-dessus, il est vraiment, mais vraiment fort. Donc encore une fois, je l'ai apprécié. Ce sera pas mon meilleur de Junji Ito, hein, loin de là. Moi, je suis encore sur je crois que c'est le chef-d'œuvre volume 1, moi, que j'ai préféré. Mais je l'ai préféré à Zone Fantôme, vous voyez. Et d'ailleurs, Margot, c'est l'inverse. Moi, je préfère le chef-d'œuvre numéro 1, elle préfère le chef-d'œuvre numéro 2. Je préfère Histoire courte, elle préfère Zone Fantôme. Quand je vous dis qu'on n'est jamais d'accord, mais c'est pas grave. Au moins, ça crée du dialogue et du débat, et ça, c'est plutôt cool. J'ai lu en lecture commune avec Magali, Books of Zatanna, Mylène, L'Origami des Songes et Lully. Donc, Stéphanie, Chronique de Lully. La Lignée. Donc c'est une trilogie que j'ai dans ma palle depuis très très longtemps, de Guillermo del Toro et de Chuck Hogan, qui ont d'ailleurs depuis écrit le premier tome, c'est les dossiers Blackwood, je crois, et le premier c'est les Avides, il me semble. Donc moi c'est, sans mentir, ce livre-là, je l'ai dans ma palle, donc ce premier tome, depuis au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Donc du coup, bah, j'avais envie de la sortir, j'ai demandé aux filles, les filles m'ont dit oui. Bon, en cours de route, Magali, c'était pas son moment pour le lire, donc elle nous a abandonnés. Et Mylène n'a pas vraiment apprécié, et je vais vous dire pourquoi. Donc dans cette histoire, tout se passe au début dans l'aéroport de JFK, donc aux États-Unis, à New York plus précisément. Et il y a un avion en provenance de Berlin qui atterrit sur la piste, et il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que l'avion est éteint à l'intérieur.
la tour de contrôle, tout ça, ont beau essayer d'appeler l'avion, il ne répond pas. Il y a une espèce de silence de mort qui règne autour de l'avion et il se pose plein de questions. Il se demande si c'est pas une crise sanitaire, qu'il n'y ait pas une maladie à l'intérieur et que tout le monde est mort. Mais comment tout le monde peut être mort à l'intérieur ou être en difficulté et avoir quand même quelques minutes avant atterri. Quelques minutes avant, ils arrivent encore à avoir un dialogue avec eux et quelques temps après, il n'y a plus rien du tout. Donc ils vont commencer à aller fouiller dans l'avion et là ils vont retrouver tout le monde décédé, mais sans être effrayés, vous voyez, ils ont tous été... c'est comme si moi j'étais assis dans l'avion et que j'avais juste les yeux fermés, et comme si tout le monde avait vécu une mort assez paisible, donc ils ne comprennent pas trop ce qui se passe, puisque quelques temps avant, l'avion était encore dans le ciel. Et de là, voilà, ça démarre comme ça. Je n'en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir. Dans ce livre, je ne vous dis pas laquelle, on va revisiter une créature mythique du registre du fantastique et de l'horreur. C'était vraiment bien vu, parce que je trouve que les deux auteurs arrivent à réécrire un peu les caractéristiques de ce monstre, sans pour autant trop le dénaturer. Ils l'ont, je dirais, modernisé. D'ailleurs, pour ceux qui ne voudraient pas lire le livre, mais qui veulent quand même découvrir, il existe, je ne l'ai pas pris avec moi, il existe également une série télé, je crois, qui est en 4 saisons, qui a été faite après les livres. Donc moi, je l'ai déjà, je l'avais acheté en solde, je ne sais plus quand. Mais voilà, Laurent achète, c'est débile, hein, parce que je l'ai mis de côté, j'ai dit je ne la regarderai pas tant que j'aurai pas lu le livre. Mais quand j'aurai lu le livre, est-ce que je vais la regarder aussitôt? Peut-être pas aussitôt, parce que du coup je vais trop me rappeler du livre et je vais m'ennuyer devant la télé. Rien n'est logique. Bref, revenons à nos moutons. Du coup, c'est un récit qui commence assez lentement. Je sais que j'ai eu un petit peu de mal les 100-150 premières pages, parce qu'on reste essentiellement au niveau de l'aéroport, et il y a beaucoup de champs lexicaux autour du métier des corps de métier de l'aviation, donc de tout ce qui va être aéroport, tout ce qui va être hôtesse de l'air et tout ça, vous voyez ce genre de truc. Et par moments, je trouvais ça un peu longuet. Mais c'est normal, c'est un récit qui va rester assez lent, c'est un récit qui va beaucoup se construire sur l'ambiance qui va régner. Tout le long, je trouve que les deux auteurs arrivent à vous amener un truc, bon, ça part de façon anodine avec l'avion qui atterrit, je vous en ai dit très peu, mais je préfère. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais quelque chose d'assez énorme. Ils arrivent à vous faire ressentir ça, mais ils prennent le temps de vous l'amener, donc du coup vous avez l'angoisse qui monte petit à petit. Et comme nous, à l'intérieur de ce récit, on est un lecteur omniscient, on va suivre plusieurs personnages. Vous allez suivre d'ailleurs un duo d'espèces d'enquêteurs qui vont essayer de savoir ce qui s'est passé. Mais à côté de ça, vous avez... Alors, comment vous expliquer Il y a d'autres personnages qu'on va suivre. Je peux pas vous dire pourquoi, parce que j'ai vraiment été assez... Je préfère rien dire. Bref, on va suivre aussi d'autres personnages, vous comprendrez en lisant. Et nous, on sait ce qui... Petit à petit, nous, on va savoir ce qui commence à se passer. Les personnages, non. Et du coup, quand certains personnages vont se retrouver un peu face à un grand danger que nous, on a senti arriver et que les auteurs nous distillent petit à petit, on a super peur pour le personnage qui, lui, ne sait rien, en fait. Et c'est genre quand vous regardez un film d'horreur et que vous avez une fille qui rentre dans une pièce et tu sais que le tueur il est là, tu dis non, non, va pas dans la pièce, retourne-toi, il est derrière toi. Il est derrière toi, cours, barre-toi. Vous voyez ce genre de truc? Et ça fait vraiment ça avec le livre. Il y a des scènes très graphiques, encore une fois, très visuelles. C'est assez violent. Je trouvais qu'au niveau sanglant, ouais, c'est quand même un peu sanglant, un peu gore, sans trop. Je trouve pas que dans le premier tome, ils insistent vraiment sur le côté gore. C'est vraiment assez plus violent. Je trouve que c'est plus violent. J'ai passé un super moment. Mais voilà, si vous n'êtes pas du tout fan de romans d'ambiance, n'y allez pas parce que vous allez vous faire suer, il n'y a pas d'autre mot. J'avais vu il y a quelques temps, il y a même un moment, une critique comme quoi ça se lisait comme un scénario, j'ai pas trouvé. Parce que moi je suis parti avec l'idée que comme c'est Guillermo del Toro qu'on connaît notamment pour dernièrement le Cabinet de Curiosité sur Netflix, ou le film Le Labyrinthe de Pan, Hellboy, vous voyez tous ces films là. Et je m'attendais vraiment à une narration assez simple. Et au final, pas du tout. Je trouve qu'ils ont vraiment, il y a vraiment un travail d'écriture dedans. Alors attention, je dis pas que c'est poétique, je dis pas que c'est tout ça, mais je trouvais que c'était quand même assez qualitatif. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi prenant. Et ouais, j'ai passé un super moment avec ce titre. J'ai d'ailleurs hâte. Donc là, on a lu le premier tome en décembre. On lira le deuxième tome, du coup, avec Stéphanie, parce que Mylène, du coup, elle a trouvé ça trop lent. Elle a bien aimé le milieu, mais le début, elle a trouvé ça trop lent et la fin un peu trop longue aussi, donc elle a abandonné. Donc je lirai la suite avec Steph en janvier, parce que Steph a beaucoup aimé aussi. Vous regarderez sa vidéo, je sais pas à quel moment elle sortira, mais elle vous en parlera.
Et le dernier tome en février, comme ça au moins je suis sûr que j'aurai déjà en février lu une trilogie entière. Ça c'est plutôt cool. Trigger warning, je vous disais tout à l'heure, parce que c'est assez violent, assez sanglant, et ça met aussi en scène des enfants. Donc ceux qui sont sensibles à ce niveau-là, passez peut-être votre chemin. Parce que là, il n'y a personne qui sera épargné, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de très violent, même avec les animaux. Donc je préfère vous prévenir. Parce que moi, les scènes avec les animaux, j'ai eu un petit peu du mal, je vous avoue. Après, j'arrive à me contenir et je me dis, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Les scènes ne durent pas trop longtemps, mais je peux comprendre. Moi, au niveau animaux, ça fait genre le gars, il s'en fout quand c'est des gosses. C'est pas ce que je dis. Ouais, dans un sens comme dans l'autre, c'est assez, pour les gens sensibles, ça peut être un petit peu compliqué à lire, surtout qu'en plus c'est un petit peu décuplé, je trouve, parce qu'il y a des scènes assez violentes, et en plus il y a cette ambiance qui est présente tout le temps, très oppressante. Donc du coup, ça peut vraiment faire flipper. Arrivé vers la fin du tome, je me suis dit, ouais, d'accord, il se passe ça, et ensuite, et en fait, non, les auteurs arrivent à retourner le truc et à vous montrer qu'il y a encore possibilité d'écrire autre chose derrière. Et ça, c'était vraiment bienvenu, parce que j'ai eu un petit peu peur à un moment. Pareil, les personnages, au début, je m'y attachais pas vraiment, je suivais l'histoire, j'aimais bien ce que je voyais, mais j'étais plus à apprécier le contexte et l'ambiance que les personnages en soi. Et au final, j'ai réussi quand même à m'y attacher un petit peu, et vu ce qui s'y passe, je sais que le tome 2, voilà, il y a vraiment matière à faire une suite, ce ne sera pas juste faire une suite pour faire une suite. Donc très bonne découverte, comme quoi dans ma pile à lire, il y a des vieux titres qui peuvent être vraiment sympathiques. J'ai commencé, vous l'avez vu dans ma palle du mois de décembre, à avancer dans quelques petites sagas. Donc actuellement je suis en cours là-dessus, donc vous verrez ça un petit peu longtemps après, vous le verrez au mois de janvier, mais j'aurai lu ça au mois de décembre. J'ai lu La bataille du labyrinthe de Percy Jackson de Rick Riordan au livre de poche jeunesse, donc ici c'est le tome 4 de la saga initiale, parce qu'après il y a beaucoup d'autres séries, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a pas mal, je ne sais pas si elles sont toutes... Ouais, il y a les héros de l'Olympe, il y a The Kane Chronicles, je crois que The Kane Chronicles c'est avec l'Égypte. Mais je crois qu'il revient plusieurs fois dans cet univers. Donc là, comment vous résumer? Parce que moi, ça faisait longtemps que j'en ai pas lu. En fait, Percy Jackson va découvrir que les monstres de la mythologie existent et qu'il est lui-même un demi-dieu. Il est le fruit d'une mère mortelle et d'un père qui est un dieu de la mythologie. Je ne vous dis pas lequel parce que c'est un petit peu le suspense du Thomas. Et en fait, il va rejoindre un camp, ça fait une espèce de camp un peu comme Harry Potter. Vous avez chaque maison et chaque enfant de Dieu est dans chaque maison, et du coup ils vont prendre des cours, ils vont à l'école, tout ça, et à côté de ça, il y a un fil rouge qui se met en place dans le tome 1 et qui va aller jusqu'au tome 5. Là on sent que c'est vraiment préparé pour le truc final, et ça se lit très bien. Je trouve que les romans sont largement mieux que les films. Alors les films, j'ai vu que le premier, j'avais été le voir au cinéma, j'avais été énormément déçu. Là, ce qui va pêcher dans ma lecture, c'est que j'ai mis trop de temps à sortir ce tome 4. Je crois que j'ai lu le tome 3 en décembre 2020. Je crois que je l'avais lu pour la Saint-Sylvestre, mais je vous en avais déjà parlé, il me semble. Et du coup, j'avais pas repris. Pourtant, ça se lit vite, j'ai lu ça. Bon, alors, je lis pas énormément en ce moment, mais j'avais dû lire, je sais pas, en 2-3 jours. Je trouve qu'il a une façon de réinventer tout ce qui va être folklore mythologique avec intelligence. Et du coup, tout le monde y passe. On voit vraiment, alors il y a les figures emblématiques, vous savez, Athéna, Zeus et compagnie. Et après, vous avez tout ce qui va être le bestiaire aussi. Moi, je les connaissais pas tous, donc je prenais mon téléphone et j'allais voir à quoi ça ressemblait, ça m'aidait. J'ai mis un petit peu de temps à raccrocher les wagons parce que, du coup, j'ai mis du temps à m'y remettre. Et du coup, il rappelle beaucoup ce qui se passe dans les tomes précédents. Donc, franchement, allez, je vais dire 150-200 premières pages, je pataugeais un peu dans la semoule. Pas pour l'histoire en soi qui se passe dans ce tome 4 avec cette histoire de labyrinthe, mais plus ce qui s'est passé dans les tomes précédents et qui vient avoir un peu de répercussions dans ce tome 4. Et c'était un petit peu compliqué. Après, je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment sympas, comme par exemple, là, on est sur la bataille du labyrinthe. Donc, pour ceux qui l'auront compris, on est sur le labyrinthe de Dédale. Et du coup, on nous présente le dieu dans ce tome-là, avec une blouse de mécanicien. Et j'ai trouvé ça super drôle, parce qu'il y a cette idée de... C'est un architecte. Et du coup, on décale un peu la chose, et j'ai trouvé ça super bienvenu. On revisite un peu aussi les liens entre les différents dieux également. C'est un peu comme la série que je vais vous montrer juste après, Time Riders, qui vient revisiter l'histoire pour des jeunes. Ici, on revisite un peu la mythologie. Et du coup, ça peut donner à certains jeunes l'envie d'aller découvrir ça. Et ça se lit tout seul. Il y a toujours de l'action. Moi, je trouve qu'on s'ennuie pas. Je l'ai préféré au tome 3, mais peut-être que je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je trouvais que c'était... c'est toujours un peu la même chose. Après, vous avez... de toute façon, je vais le dire pour après, donc autant vous le dire maintenant. C'est des séries où vous allez avoir 5 tomes, donc vous avez le tome 1 qui commence en trame de fond, vous allez avoir une intrigue qui va vous suivre jusqu'à la fin.
Et après, chaque tome va correspondre à une histoire, à un peu plus ou moins une saison, comme quand on regarde une série télé ou un épisode. Et on sait toujours comment ça va se passer. Bon, il y a des trucs qui divergent forcément. Mais voilà, faut pas non plus s'attendre à ce que quand tu prends un tome 4 à être hyper surpris. On est quand même dans une série de livres, donc forcément il y a déjà des éléments qui sont connus et qui vont revenir au fil des tomes. Ça reste vraiment sympathique. J'ai appris des trucs, parce qu'il y a des trucs que je ne connaissais pas sur la mythologie, je suis loin d'être un expert. Donc je peux pas trop vous en dire plus, parce que forcément je suis déjà bien avancé dans la saga. Parce que honnêtement j'étais assez dubitatif quand j'ai commencé, je me suis dit ouais ça me saoule, je fais j'abandonne pas, alors Laurent n'abandonne pas, je dis allez essaye le 4, si ça va pas t'arrêtes. Finalement, j'ai réussi vraiment à me remettre dedans. Et c'est pour ça qu'il faut que j'enchaîne assez vite avec le dernier avant d'encore oublier plein de choses. Bref, j'ai passé un bon moment. C'était rafraîchissant, c'était sympathique. C'est le principal. Et le dernier tome, bon, ce n'est pas un secret, je viens de vous le dire. C'est Time Riders, le tome 5 de Alex Scarro, Les Flammes de Rome. Donc, cette petite saga, si vous vous souvenez, je vous avais dit en début d'année, non, mais moi, sur 2022, je vais lire toute une saga et ce sera Time Riders. On est au mois de décembre, je suis au tome 5. Donc, il m'en reste 4. C'est pas grave, pas de pression, je lirai la suite quand je lirai la suite. J'étais content de retrouver mes 3 héros, donc Liam, Sal et Maddie. Franchement, j'étais super content de les retrouver, et Bob aussi. Bob. Lisez, vous verrez qui est Bob. Vraiment sympa. Je trouve que, encore une fois, voilà, suite de saga. Là, j'étais moins perdu par rapport au tome précédent. Il y a juste un truc qui m'a chiffonné, mais j'ai pas vérifié dans le tome d'avant. Il y a un petit truc qui m'a chiffonné au début de tome. Je suis ah ouais, c'est passé ça. Je m'en souviens pas. Donc il faudrait que je regarde sur la fin du 4 si effectivement j'ai oublié cette scène. Sinon très sympa. Je trouve que Alex Scarro arrive à faire un truc assez génial. C'est que vous avez, comme Percy, je vous expliquais il y a 2 minutes, chaque tome a une histoire en soi. Vous avez un fil rouge avec une intrigue de fond dont on aura la réponse à la fin. Parce que là il a quand même éclairci certains points mais ça amène encore plus de questions qu'autre chose. Mais à chaque nouveau tome, si on croit que le schéma narratif va être le même, vous savez, ils sont ensemble, les trois, l'équipe. Il se passe un truc qui va provoquer un changement. En plus, je ne sais même pas parler de l'histoire d'ailleurs. Bref, en gros, dans l'histoire, en 2000, je ne sais plus, 50 ou 70, un homme a réussi à inventer la machine à remonter le temps. Il est retourné dans le passé, il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. On ne sait pas ce que c'est. Il est revenu traumatisé et il a dit on arrête les voyages dans le temps, faut plus en faire, faut pas faire ça. On ne sait pas pourquoi. Donc ça s'arrête. Et à côté de ça, il y a des petits malins qui s'amusent quand même à aller dans le passé. Mais il faut pas modifier le passé parce qu'il y a l'effet papillon et forcément si on modifie un truc dans le passé, il y a une vague temporelle qui arrive et qui va modifier le présent. Donc nos 3 héros sont à un endroit stratégique. Pareil, c'est découvert dans le tome 1, je ne peux pas vous dire lequel. Et du coup, ils sont là pour surveiller s'il y a des changements autour d'eux, dans l'endroit où ils sont. Et il y en a une des 3 qui ressent un peu les ondes temporelles quand elle arrive et que ça va être modifié. Et à ce moment-là, si c'est modifié, ils doivent savoir où ça s'est passé, remonter dans le temps et corriger cette erreur, cet anachronisme qui n'aura pas dû avoir lieu. Parce que même si c'est passé des trucs atroces dans l'histoire avec un grand H, il faut laisser les choses telles quelles, il ne faut pas les modifier. Et du coup, donc à chaque fois, ils partent modifier la chose, ils reviennent et c'est fini. Donc tu crois toujours que ça va être de la même façon. Et je trouve qu'à part au tome 1, où on découvre les héros, où il nous explique un peu comment ça se passe, il arrive toujours à amener un petit quelque chose qui fait que le lecteur n'est pas lassé. Donc au niveau de l'intrigue, il amène toujours des petits trucs. C'est pas forcément des trucs mirobolants, mais il arrive à bouleverser le truc, donc on est toujours un peu sur la surprise, à se dire, tiens... Moi, je croyais que j'allais lire un truc comme les tomes d'avant, c'est un petit peu changeant. Et ça aiguise toujours notre curiosité, et là-dessus, c'est vraiment bien fait. Donc là, pas de grand secret, je pense que vous doutez, on voit un gladiateur, c'est écrit des flammes de Rome, on est sur l'Antiquité. Alors, j'ai eu un petit problème aussi, très bête, c'est juste entre nous. Il y a un personnage qui s'appelle Macron. Et moi, ça m'a perturbé toute ma lecture. Bon, je ne veux pas faire de politique ici, c'est pas le but, mais il y a des noms. Alors, on a Caton, je crois, à un moment, et il y a Macron. Et je ne pouvais pas mettre un autre nom, Macron. Moi, je pense forcément au président. Et dès que je voyais un truc avec ce personnage-là, j'imaginais la tête d'Emmanuel Macron. Donc, c'était un petit peu... Il y avait rien à voir. À côté de ça, moi, je me suis vachement attaché aux 3 persos que j'adore. Hein. Pas que ces 3-là, d'ailleurs. Et la fin de ce tome-là était vraiment bien, ça remet en jeu plein de choses. Et on sent que, donc il reste 4 tomes, je ne suis pas lassé pour autant. Je trouve qu'il arrive vraiment à amener un petit peu de sang neuf à chaque nouveau tome pour pas qu'on se lasse.
Et je vais pas épiloguer pendant 3 jours, hein, c'est un tome 5, je peux pas trop vous en dire. Et même l'intrigue de fond, elle avance un petit peu et il nous fait pas attendre jusqu'à la fin. Vous savez, c'est chiant quand vous lisez une série, qu'on vous dit rien pendant 5 tomes et qu'à la fin on balance tout d'un seul coup. Moi, c'est un truc qui ne marche pas chez moi. Je préfère qu'on me distille les infos. Et là, c'est vachement intelligent parce qu'il vous distille les infos, mais du coup, ça relève plus de questions que de réponses. Donc franchement, ça se lit bien. C'est plaisant, les chapitres ne sont pas trop longs. Bien évidemment, ici, comme je vous dis, on est dans l'Antiquité, mais sans être non plus trop appuyé, trop que ce soit lourdingue sur les vérités historiques ou sur l'immersion dans cette période. Pour pas, c'est quand même du jeunesse, young adulte, faut pas perdre les gamins quand ils lisent ça. Donc forcément, c'est amené avec un peu de légèreté. Bon, c'est sûr que si vous êtes fan de l'Antiquité, vous vous dites, tiens, je vais lire le tome de Time Riders pour voir ce qu'il dit sur l'Antiquité, vous allez sortir du bouquin, vous allez être forcément déçu. Il va pas non plus rentrer et nous faire une visite guidée de comment ça se passait à Rome à ce temps-là, quoi. Ça reste assez léger, c'est un contexte, mais c'était plaisant. Moi, j'ai passé un excellent moment, j'étais content de les retrouver parce que je les avais laissés depuis un petit moment. Et l'année prochaine, il faut que j'essaye de finir cette saga. J'en ai lu 5 cette année, donc il m'en reste que 4. C'est faisable. Et en plus, je sais que dans les tomes à venir, il va se passer des choses dans des lieux qui peuvent être fort sympathiques. Donc on verra à tout ça, mais en attendant, c'est une série que j'aime toujours autant. Pas de coup de cœur, rien du tout, c'est pas non plus des lectures excellentes ou je ne sais quoi, je vais pas mentir. Mais je passe un bon moment, c'est le principal, et voilà, c'est du jeunesse, ça se lit bien, on tourne les pages, il y a de l'action, c'est un petit peu une lecture, en plus c'est très visuel, donc c'est vraiment sympa. Mais voilà pour cette fin d'année. Bon, alors vous êtes en décalé, vous allez voir ça en début d'année, mais bref, vous m'aurez compris. Sur ce, c'est pas que je m'ennuie, mais je dois vous laisser parce que vous ne le voyez pas dans le champ. Mais j'ai une petite bête qui s'appelle Joy, qui a faim. Et il est l'heure de manger. Donc je vais aller lui amener à manger parce qu'elle me regarde. Si elle avait des mitraillettes à la place des yeux, je serais une passoire, je vous le dis. Bref, moi j'espère que de votre côté, toutes vos lectures se passent bien. Et je vous dis à bientôt. Salut.